Son nom, Rafael Louis. Il est né à Diego Garcia. Toute sa jeunesse, il l'a passée sur cette île des Chagos. Il s'est marié, a eu des enfants, nés à Diego eux aussi. Rafael était commandeur. Une vie sans histoire jusqu'au jour où on lui annonce qu'il doit s'embarquer, lui et sa famille, pour Maurice. C'était il y a 25 ans. Depuis, il a fait tous les métiers avant de se faire réparateur des radiocassettes et haut-parleurs. Mais son cœur est resté à Diego Garcia. Les temps qui sont à nous. Dans nous, nous pas tourner encore là-bas. Parce que les Américains finissent par l'île. Nous retournons au Maurice. Parce que nous finissons rétablir. Nous ne pas nous pas aucun animal, pas de rien. Qui tout là. Parce qu'il y a cet endroit-là entier. Ils chargent du monde. Nous gagnons tous nos bandes de documents ici. Mais son lutte qui tient à dire, nous pour aller là. Soir, nous prenons sommeil. Pas qu'un sommeil. Nous pleurons. Qui demeure qui tout l'endroit, on appelle des endroits que tu ne connais pas. Même bien dire. Mais quand nous embarquons, c'est là-bas au moins 5 heures. Dans le dépôt de ban, ils transfèrent nous au plus d'asile. Quand nous sommes là, une ban qui quitte Perros, une ban qui vient direct Maurice. Il fait ça facile. En 3 ou 4 fois comme ça. Il finit à tout le monde. Et bien juste. Bien dire. Ça rétablit nous, nous là-bas, juste du monde, la restante tout qui sont qui là, que vous venez ça Maurice, quand tout ça, quand là où tout pas ça. Bien dire pour vous. Jusqu'à aujourd'hui en qualité pour ça. Mais comment tu étais un peu dans le bateau? Dans le bateau? Pour que ça dit dans la boîte. Pas qu'un dormi là. Pas qu'un dormi là. Parce que beaucoup de monde. Il y a une place bien. Bien, peut-être que les hommes, il y a vraiment marché, le bateau, qui place pour madame, reposer un peu. L'archipel des Chagos, 60 km de terre, 65 îles. Il est situé à 1200 km au nord de Maurice. Les Portugais qui, dans les années 1530, découvrent ces îles, leur donnent des noms: Salomon, Peros Banos, Diego Garcia, entre autres. Administrées ensuite par la France, ces îles, dont la population est composée de descendants d'esclaves, deviennent britanniques, reliées à Maurice en 1810. Le drame commence en 1965. L'archipel est alors colonie anglaise, dépendant de Maurice, elle-même colonie britannique. De par sa situation stratégique, au milieu de l'océan Indien, l'archipel est convoité par les Américains qui voient là un lieu stratégique pour l'implantation d'une base militaire. En 1966, les négociations aboutissent. Les Anglais cèdent l'archipel à l'Amérique en échange d'un rabais de 14 millions de dollars sur les fusées américaines Polaris. L'accord est signé en décembre 1966 entre les deux puissances. Il porte sur 50 ans, tacitement reconductible tous les 20 ans. À aucun moment, la population a été consultée. L'Angleterre s'empresse alors de faire partir les populations vivant dans l'archipel. Entre 1965 et 1973, en 8 ans, la population entière de l'archipel sera déportée. 1200 vers Maurice et 200 vers les Seychelles. En 1968, indépendance de Maurice. La Grande-Bretagne garde l'archipel et le déclare British Indian Ocean Territory, la BIOT. En 1972, le navire Nordvert pose l'ancre à Camp Marcel à Diego Garcia pour embarquer les derniers îlots pour Maurice. Là, ce bateau-là, il y avait une autre verre. Ce bateau-là, il a venu qui est ici.
C'est là où on tient sa santé là. Bateau notre bière comme un alien filé. La mer. Les là même qui se dit où le temps qui bateau pour parer pour décoller. Ben du monde peut galoper, mettre là la tête. Les enfants peuvent crier par derrière. Maman peut venir derrière. Une partie des enfants viennent Maurice. Une partie des enfants c'est celle. Maman vient Maurice. Jusqu'à aujourd'hui, nos enfants, je ne sais pas contre d'autres maman Maurice. Et nos enfants qui c'est celle. Il n'y a pas contre ses enfants ici. Et nos enfants qui ici, pas contre son maman c'est celle. À Maurice, l'intégration sera difficile pour les Îlois, forcés de vivre dans les faubourgs de Port-Louis, sans ressources, sans travail, dans un endroit qui leur était étranger. La lutte va peu à peu s'organiser. Et en 1972, la Grande-Bretagne accepte de payer 650 000 livres sterling comme compensation. Une somme qui sera déboursée qu'en 1978. Les revendications s'intensifient, avec notamment plusieurs grèves de la faim en 1978 et 81. Une délégation se rendra à Londres qui acceptera de payer une deuxième compensation de 4 millions de livres sterling avec la participation du gouvernement mauricien à hauteur d'1 million de roupies en terre. Selon ce marché, chaque adulte recevait 56 000 roupies et les moins de 18 ans, 28 000 roupies. Là, le gouvernement anglais dit comme ça, avec le gouvernement Maurice, et dans ce pas responsabilité ici, les bisins donnent l'argent en la terre, les gouvernements anglais, là, ils donnent l'argent en don, comment dire, pour donner la communauté îloise. C'est ça, 36 000, moi, je dis 10 000 qu'ils donnent là, pour payer les dettes. C'est ça, 36 000 qu'ils vous donnent là. Vous pas en droit prendre ça dans le board comme ça même. Il faut dire qu'on dit, moi, connu, vous pouvez vendre la case. Alors, moi, je vais dire, vous pouvez vendre ça la case là, moi. Les là, vous donnez-moi au contrat, moi, prends ça, moi, mettre dans le board. Les là, board, vous payez 36 000 roupies. Mais beaucoup d'Îlois, endettés, vendront leurs terres pour 4 sous et ne profiteront pas de cet argent. Un trust fund, l'Îlois Trust Fund, sera créé pour gérer cette compensation. Un programme de logement sera aussi lancé à Baie du Tombeau et à Pointe-aux-Sables. Ici, nous sommes dans une de ces cités. Les Îlois essayent tant bien que mal de retrouver leur Chagos natal en gardant certains souvenirs. Mais l'intégration est toujours difficile. Ici, nous sommes à Cassis, un autre endroit où habitent bon nombre d'Îlois. Clément Siatouche, né à Perros-Banos, semble avoir réussi tant bien que mal l'intégration dans la société mauricienne. Aujourd'hui, il a une petite usine où il fabrique des casquettes. Et un ban camarade qui ban Îlois déjà que pas pour de rien. Parce que il y en a qui viennent ici grand,
Là-bas, le travail qui tient avec ici, pas pareil. Enfin, adapter, c'est un petit peu difficile même, je dire, parce qu'il n'y a pas tout pour maman comme ça. Enfin, maman gagne donc, je veux dire, mon capacité de travail, dans la casquette même, on fait la casquette l'État, et casquette sport, diverses. Ça va travail là, mon capable, donc si je gagne suffisamment, comment donne beaucoup de monde travail. Éloignés des Chagos, les Îlois conservent encore certaines coutumes, notamment alimentaires, à base de coco. Ici, ils enlèvent le coco avec une râpe spéciale. Puis, on extrait le lait de coco que l'on fait bouillir ensuite avec des patates douces. Ce plat s'appelle patate dile coco. La musique également fait partie des traditions îloises, avec des instruments tels le makalapu ou la danse comme le sega. Autre particularité des Îlois, ils ont gardé leur identité de citoyens britanniques et jouissent d'une double nationalité bizarre avec des droits qui sont ceux des Mauriciens et un passeport BIOT. Ici, nous sommes chez Fernand Mandarin. Né au Chagos, il est l'un des farouches défenseurs de la cause îloise. Depuis un an, il a créé le comité social des Chagossiens, un des deux groupes qui revendiquent Chagos. Son groupe a été élu pour siéger au sein de l'Îlois Trust Fund. Pour garder le moral les samedis, le groupe visionne des images de Diego, tournées par un amateur il y a environ 5 ans. Une île aujourd'hui transformée par les Américains et où travaillent quelques 5000 personnes de nationalité américaine, britannique, philippine et quelques Mauriciens. En raison de la forme de l'île qui ressemble aux traces d'un pas, les Américains l'ont surnommé « The Footprint of Freedom ». C'est en vertu de cette même liberté que Fernand et son groupe réclament le droit de retour au Chagos. Après des démarches auprès du commissaire de la BIOT, les Anglais acceptent d'accorder à 8 d'entre eux la permission d'une visite au Chagos. Un voyage qui devait se faire en novembre et qui aurait coûté plus de 300 000 roupies.
Nous écrivons, nous demandons en même temps dans Biayoti une visite pour 8 personnes au Sagos. Cette demande-là, fin discute beaucoup là dans l'ONU. Dans l'ONU, il y a un après qui s'appelle Stephen Cross. Il y a un avocat qui s'appelle professeur Bradley. Ce travail-là, fin fait entre tous les deux avec le commissaire Biayoti. Le commissaire Biayoti toujours fin tenir la ligne pour ne pas réussir à gagner une visite au Sagos. Finalement, pourquoi la ligne là, discussion la finale trop fort de nos côtés, il a accepté de nous une visite. Il a accepté de nous une visite. Les de nous une visite, il y a les autres conditions là-dedans. C'est pour ça si nous pas au Sagos, nous pas faire sa visite là, si nous pas get nous ban historique de patrimoine, c'est pour ça à cause de conditions qui lui permettaient. Permettre bonnes conditions, on a une seule fois, pas deux fois, pas trois fois, nous besoin finir avec zèle. Mais moi, nous pouvons dire dans nos comités, tout le monde dit la terre est une maman. Il ne faut pas croire pour les Sagossiens la terre qui nous fait prendre naissance une belle-mère. Non. Lui aussi est une maman. Ce groupe-là, mon frère ressortir, ce groupe-là, c'est une nouvelle vision dans l'horizon pour nous. Mais c'est ça même qui est une vraie vision pour la communauté sagossienne. Parce que nous pouvons revendiquer nous la terre et nous pouvons dire Bizin donne-nous droit résidentiel. Là. Cette revendication se fait également sur le plan juridique. La loi ne permet pas aux Chagossiens de rentrer chez eux sans la permission d'un permis du commissaire des Chagos. La loi sur l'immigration datant de 1971, qui est une perfidie, elle est perfide dans le sens que le Chagossien ne peut pas rentrer chez lui à cause de la section 5 de l'Immigration Act de 1971, qui vient dire que nul ne serait autorisé à se retrouver sur l'une des 65 îles des Chagos sans une permission préalable émanant du commissaire des Chagos. Et nous avons réussi à obtenir cette permission en écrit. Mais les Chagossiens ont intelligemment rejeté cette permission d'aller sur ces îles parce qu'ils ne pourraient s'y rendre que accompagnés d'un patrouilleur britannique. Que s'ils acceptaient de ne pas prendre des photos dans certains endroits de ces îles. Que s'ils acceptaient de retourner sur, sur leur bateau le soir et de ne pas rester et passer la nuit sur les îles. C'est-à-dire que le Chagossien rentrerait au Chagos, sa terre natale, comme un visiteur auquel on a accordé une faveur. Et nous venons dire que ceci est leur droit, et que cela doit être reconnu. Ils peuvent y aller, ils peuvent ne pas y aller, mais c'est un droit fondamental qui doit être reconnu. Et un droit fondamental, il est fondamental. Il doit à tout prix être. C'est comme le droit à la vie. Les réfugiés des Chagos, menés par Olivier Bancoul, est le deuxième groupe d'Îlois qui mène la lutte pour la revendication des îles Chagos. Comme l'autre groupe, il réclame le droit au retour, mais estime que l'avenir des Îlois est ici, à Maurice. Enfin, nous pensons qu'il y a des gens qui peut dire que comme quoi nous besoin à vivre l'archipel Sagos. Nous disons au moins nous sommes capables de gagner un droit de retour pour le visiter. S'il y a tous les enfants qui sont nés à partir de 1965, par exemple, comme moi-même, je suis né loin des îles qui ne pas trouver comment il était. Chaque fois qu'il y a un droit aux visites là-bas dans nos îles pour nous guetter, dans quelle façon il était. Mais de point de vue resté même, il est un peu difficile parce qu'il y en a beaucoup de choses qui manquaient là-bas, sauf avec le développement. Mais nous pensons plutôt en termes d'intégration, parce qu'il vit les temps qu'il nous fait à Maurice, il est bien difficile de rester là pour nous vivre dans Sagos, parce que dans Sagos nous manque beaucoup de choses. Mais avec l'avenir, ça tu peux venir. Mais nous pensons aussi en termes de l'avenir de nos enfants. Surtout si nous avons des enfants qui peuvent étudier, si nous allons au Sagos, qui peut arriver l'avenir de nos enfants là. Nous pouvons penser comme ça. Mais des côtés de revendication, nous avons toujours dire qui gouvernement anglais, même le gouvernement américain, il a un droit moral pour
faire quelque chose pour la communauté. 30 ans après l'accord signé entre la Grande-Bretagne et les Américains sur l'archipel des Chagos, la lutte des Chagossiens pour le droit au retour reste intacte. Et la chute du bloc de l'Est a en quelque sorte diminué la raison d'être des Américains à Diego Garcia. Une campagne internationale a démarré récemment afin d'alerter l'opinion mondiale et le 30 juillet, Maître Hervé Lassémillante s'est adressé à la 14e session de travail des Nations Unies à Genève sur les populations autochtones. Objectif, alerter l'opinion internationale pour que les droits des Chagossiens soient enfin respectés. L'histoire racontisée les tombés à danse les dents, gravé dans nos mémoires, Hiroshima, Nagasaki. L'histoire racontisée les tombés à danse les dents, gravé dans nos mémoires, Hiroshima, Nagasaki. L'espoir de maman, cette ville déracinée, deux enfants pleurés.